Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des erreurs et des exceptions et surtout la façon dont c'est un petit peu implémenté dans le langage Java. Donc nous allons commencer par euh, rappeler les types d'erreurs en programmation. Nous allons voir les classes d'erreurs et d'exceptions qui sont fournies par Java et puis la façon dont elles sont organisées. Nous allons rappeler les objectifs et le principe de la gestion des exceptions. Nous allons parler de façon plus spécifique du traitement des exceptions vérifiées. Et nous allons parler de la façon de libérer automatiquement des ressources. Ça, c'est quelque chose qui est relativement récent dans les langages de programmation orientés objets. Et nous allons terminer par vous montrer comment créer une classe d'exception. Si jamais un jour vous avez besoin de créer de nouvelles classes d'exception en plus de celles déjà fournies par les bibliothèques du langage, on va voir un petit peu c'est quoi la mécanique à la fin de cette vidéo. Alors, c'est quoi les types d'erreurs en programmation? Il y a plusieurs types d'erreurs. Nous avons ce qu'on appelle donc les erreurs lexico-syntaxiques. Nous avons ce qu'on appelle les erreurs sémantiques, qu'on appelle également des erreurs de logique. Nous avons les erreurs d'exécution. Nous avons les problèmes d'environnement. Ce n'est pas des erreurs à proprement parler, mais c'est des problèmes externes au programme qui empêchent le programme de fonctionner. Et puis nous avons ce qu'on appelle les situations d'exception. Les situations d'exception ne sont pas des erreurs de programmation à proprement parler. Ce sont des situations un petit peu inattendues qui peuvent toujours se produire et comme programmeur, on ne peut pas les éviter. Tout ce qu'on peut faire, c'est préparer notre programme pour qu'il gère ces situations-là, pour qu'il réagisse correctement lorsque ces situations se produisent. Alors, les erreurs lexico-syntaxiques, ce sont des erreurs dans lesquelles on ne respecte pas les règles syntaxiques ou lexicales du langage. Ces erreurs-là, aujourd'hui, sont relativement les plus faciles à corriger parce que les éditeurs de compilateurs, ils ont mis beaucoup d'efforts pour nous assister dans la détection et la correction de ces erreurs. Un programme ne compile pas s'il y a une erreur lexicale ou une erreur syntaxique, tout simplement. Il faut quand même souligner que la source de l'erreur n'est pas toujours celle qui est indiquée par le compilateur. Des fois, il faudrait investiguer un petit peu pour voir l'origine de l'erreur. Par exemple, si vous oubliez une accolade fermante dans une structure, par exemple if, si vous l'oubliez l'accolade à la ligne 25, ben, des fois le compilateur il ne va pas s'en rendre compte jusqu'à ce qu'il se rende à la fin de votre code, à la fin du fichier, puis c'est là qu'il va vous dire il manque une accolade fermante. Vous avez besoin d'investiguer un petit peu, vous avez besoin un petit peu de chercher et de comprendre l'erreur pour vous rendre compte que finalement vous avez oublié une accolade fermante à la ligne 25 et non pas à la fin du fichier comme le compilateur l'a indiqué. Les erreurs sémantiques sont les erreurs les plus difficiles à détecter parce qu'elles n'empêchent pas le programme de compiler ou de fonctionner, sauf que les résultats présentés par le programme sont erronés. Des fois, ça arrive de façon intermittente, c'est encore plus difficile à détecter, à corriger à ce moment-là. Et la seule façon en fait de détecter et de corriger les erreurs sémantiques ou les erreurs de logique, c'est vraiment de faire des tests. Il faudrait tester notre application, notre programme suffisamment avec les différents scénarios possibles pour être sûr que ces erreurs-là ne se produisent pas lorsque le programme fonctionne. Et les erreurs d'exécution sont des erreurs qui sont similaires aux erreurs sémantiques, sauf qu'au lieu de présenter des résultats erronés, elles vont plutôt faire planter le programme. Donc, ils font terminer de façon impromptue, puis on a besoin de savoir c'est quoi le problème pour pouvoir éventuellement y remédier. Les problèmes d'environnement, ce sont des sources de problèmes, des sources externes au programme qui empêchent le programme de fonctionner. Ça peut être une bibliothèque qui est manquante, ça peut être qu'un fichier de configuration qui a été modifié par inadvertance ou qui a été supprimé, etc. Et puis les situations d'exception, c'est des situations que le programme ne souhaite pas, mais qui peuvent toujours se présenter. Par exemple, votre programme doit lire des données dans un fichier qui est dans une clé USB, puis vous ne rentrez pas la bonne clé USB, ou l'utilisateur ne rentre pas la bonne clé USB. À ce moment-là, vous avez beau être un programmeur expert, vous n'empêcherez jamais un utilisateur de mal se comporter. Donc, ces trois derniers types d'erreurs en programmation, donc les erreurs d'exécution, les problèmes d'environnement et les situations d'exception, ce sont ceux-là qui sont pris en charge par le mécanisme de gestion des erreurs et des exceptions en Java. Alors, de façon plus spécifique, donc,
ce qu'on retrouve en Java, nous retrouvons une hiérarchie de classes d'erreurs et d'exceptions. À la racine de cette hiérarchie-là, il y a une classe qui s'appelle throwable. Ça veut dire tout ce qui est déclenchable, tout ce qui peut être lancé en quelque sorte. De cette classe-là dérivent deux principales classes, qui sont les classes error et exception. Alors, de la classe error dérivent plusieurs autres classes. Donc, vous avez l'hiérarchie ou la sous-hiérarchie, si vous voulez, de error. Il faut savoir que les noms des classes sont relativement bien choisis. Toutes les classes qui dérivent de la classe error, leur nom se termine par error. OK? Alors, toute cette hiérarchie-là des erreurs, c'est un petit peu ce qui correspond au problème d'environnement. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous comme programmeur? Ben, ça veut dire tout simplement que si vous développez une application, vous développez un logiciel, vous le donnez à un client, vous le livrez, puis le client l'utilise, il est satisfait. Puis 3 mois après, il vous appelle et vous dit votre programme ne fonctionne plus, l'application pose des problèmes. Alors vous allez vous déplacer sur place ou bien vous allez prendre le contrôle à distance, vous allez un petit peu investiguer pour voir c'est quoi le problème. Donc vous allez typiquement consulter ce qu'on appelle les fichiers de log parce que habituellement c'est dans les fichiers de log, dans des fichiers texte sur disque qu'on va consigner tous les problèmes qui se produisent, toute l'activité de l'application est consignée dans des fichiers de log, en particulier les problèmes et les erreurs qui sont générés. Lorsque vous ouvrez les fichiers de log, vous allez voir un petit peu c'est quoi les messages qui ont été émis par le programme ou par l'application, puis vous allez vous rendre compte que ce qui est déclenché, c'est quelque chose qui se termine par error. Là, vous pouvez souffler, parce que ça veut dire que ce n'est pas votre code qui est en cause. Ce n'est pas une erreur de programmation, c'est plutôt un problème externe au programme. Ça veut dire tout simplement qu'éventuellement, l'utilisateur a supprimé par erreur, par exemple, un fichier de configuration. Il a peut-être supprimé un fichier d'une bibliothèque utilisée par l'application. Il a peut-être installé une nouvelle version d'une bibliothèque qui ne tient pas compte ou qui ne correspond pas à celle qui est attendue par l'application, etc. Donc, on n'a pas besoin d'aller ni de consulter le code de l'application, ni de recompiler, ni quoi que ce soit. On doit juste régler des problèmes externes au programme. Okay? Donc les erreurs, c'est les problèmes d'environnement et ce n'est pas vous, comme programmeur, qui est remis en cause. Ensuite, vous avez de la classe exception dérivent plusieurs classes, parmi lesquelles une classe particulière qui s'appelle runtime exception. Okay? Il y en a d'autres aussi, bien évidemment. On ne va pas toutes les énumérer, mais vous avez par exemple IO exception, vous avez SQL exception et plein d'autres. Okay? Alors, de la classe runtime exception dérive toute une série de classes également. Vous avez quelques exemples ici. Null pointer exception, class cast exception, index out of bound exception, etc., etc. Alors, toute cette hiérarchie-là des classes qui dérivent de runtime exception, c'est ce qu'on appelle donc les exceptions non vérifiées, des unchecked exceptions. Okay? Toutes ces exceptions-là correspondent à ce qu'on appelle des erreurs d'exécution. Alors, je vous le dis tout de suite, lorsque vous livrez votre application à votre client, vous devrez être sûr qu'il n'y a jamais d'erreur d'exécution qui se produit. Comme on l'a dit au début, la seule façon d'éviter ces erreurs-là, c'est de tester suffisamment votre application. Okay? Si une erreur d'exécution se produit dans votre application, c'est automatiquement de votre faute. Alors, on va voir un petit exemple de code. Alors, par exemple ici, nous avons un petit programme relativement court dans lequel nous avons, par exemple ici, une variable de type string qui s'appelle nom, donc qui est censée contenir un objet de type string. Puis à la ligne 20 ici, nous allons chercher le caractère de la position 0 du nom, donc le premier caractère du nom. Donc nous appelons la méthode charadd pour notre objet qui est référencé par la variable nom. Alors, vous avez l'obligation d'être sûr que lorsque la ligne 20 s'exécute, la variable nom ne pointe pas sur nul. Elle pointe réellement sur un string. Alors, on voit par exemple ici qu'il y a un if. Alors, si la condition est vraie, alors on met un nom dans la variable nom, mais si la condition est fausse, il n'y a pas d'objet qui est affecté à la variable nom. Autrement dit, vous avez commencé par initialiser la variable nom à nul, ce qui est correct, et à la ligne 20,
vous appelez une méthode à partir de l'objet non, mais l'objet non est créé uniquement sous condition. Alors ça, c'est inacceptable pour un programmeur. Okay? Vous n'avez pas le droit d'appeler une méthode comme ça sans être sûr que votre variable n'est pas à nul. Okay? D'ailleurs ici, vous allez voir, si je mets la condition ici à false, juste pour la démonstration, ça veut dire que la condition ici est à false, donc il ne va pas rentrer à l'intérieur du if. La variable non va rester à nul. Si j'exécute ça, vous allez voir que ça nous donne donc une null pointer exception. Okay? Alors, vous devez tester votre application suffisamment pour être sûr que ce genre de situation-là ne se produit jamais. Okay? Si la condition, bien sûr, est true, ici, à ce moment-là, bien sûr, il n'y aura pas de problème, comme on le voit ici. Le programme se termine correctement et puis nous affiche la première lettre du nom, comme on le voit ici. Nous allons voir un deuxième cas typique d'exception d'exécution. C'est, par exemple, ici, j'ai un tableau qui contient des notes d'étudiants. Donc, nous avons 3, 6, 9, 10 notes dans le tableau notes. Donc, c'est des cases indexées de 0 jusqu'à 9. Et on a besoin d'accéder donc à une des notes du tableau, comme on le fait à la ligne 24 ici. Donc, on va accéder à la case d'indice indice. C'est quoi la valeur de indice? Ben, si vous contrôlez cette valeur-là, si vous contrôlez l'indice de la case à laquelle vous accédez, par exemple en faisant une boucle for avec un i égal à 0, tant qu'il est inférieur à note.length, là vous êtes tranquille. Mais si vous avez des situations où vous ne contrôlez pas d'où provient l'indice, comme par exemple ici, nous demandons à l'utilisateur d'entrer la position de la note qu'il veut consulter. Donc c'est l'utilisateur qui va choisir la valeur de indice. À ce moment-là, vous courez le risque que l'utilisateur entre une valeur qui est inférieure à 0 ou supérieure à 9. Puis à ce moment-là, votre instruction ici, qui va aller chercher la note à la case indice, va déclencher une exception d'exécution, comme on va le voir d'ailleurs à l'instant. Si je rentre par exemple ici l'indice 15 qui est inexistant, tout de suite, donc le programme se termine par une array index out of bounds exception, qui est donc une exception d'exécution. Okay? Donc c'est votre responsabilité de vous assurer que l'indice qui est dans les crochets est toujours dans le bon intervalle. Ça ne se fait pas avec des gestions d'exception, ça se fait par une bonne écriture de code et des tests suffisants pour être sûr que dans toutes les exécutions possibles, l'indice ne prend jamais une valeur qui est hors des limites. Alors, on revient donc un petit peu à la suite ici. Donc ça, c'est les exceptions non vérifiées. Pourquoi on les appelle des exceptions non vérifiées? C'est parce que le compilateur les laisse passer. Il ne vous oblige pas à les gérer. Okay? Il ne vous oblige pas à les gérer, comme on vient de le voir. Si je fais note crochet indice, le compilateur ne me dit pas, attention, l'indice peut être hors limite, donc tu dois me dire quoi faire. Okay? Pareil pour null pointer exception et toutes les autres exceptions d'exécution. Le compilateur accepte de compiler le programme sans forcément vous obliger à prévoir des mécanismes de gestion de ces exceptions-là. Ensuite, il reste le troisième et dernier bloc, c'est toutes les autres classes qui dérivent de exception, y compris la classe exception elle-même. Okay? Donc, toute la partie ici, vous avez par exemple under file exception, EOF exception, file not found exception et plein d'autres qui sont donc des exceptions qu'on qualifie d'exceptions vérifiées, des checked exceptions. Alors, les exceptions vérifiées, elles correspondent justement aux situations d'exception. Ce sont des situations d'exception. Vous essayez d'ouvrir un fichier inexistant, votre programme va déclencher une file not found exception. C'est une exception vérifiée. Le compilateur ne vous laissera pas faire, ne vous laissera pas écrire un code qui va essayer d'accéder à un fichier, sachant que ce fichier peut ne pas exister. Il va vous obliger comme programmeur à mettre en place des mécanismes de gestion des exceptions. Donc en fait, le mécanisme de gestion d'exception à proprement parler en Java, il s'intéresse surtout à la gestion des exceptions vérifiées. Les erreurs, on ne les gère pas. Les exceptions d'exécution, les erreurs d'exécution, les runtime exceptions, on ne les gère pas, même s'il y a des cas particuliers, comme éventuellement on va en parler. Mais la gestion des exceptions en Java, c'est surtout pour les exceptions vérifiées. Dès que vous travaillez
ou dès que vous écrivez des programmes qui accèdent par exemple à des bases de données, avec l'API JDBC par exemple, dès que vous avez des applications ou des programmes qui accèdent à des fichiers sur disque ou à des connexions au réseau, etc., là, il y a plein d'exceptions vérifiées qui peuvent se produire. Et à ce moment-là, vous devez préparer votre code pour que le programme ne se plante pas ou ne produit pas des résultats erronés lorsque ces exceptions se produisent. Donc l'essentiel de la suite de la présentation ici va porter sur la gestion des exceptions vérifiées. Alors nous allons commencer par rappeler les objectifs et le principe de la gestion des exceptions. Il y a deux principaux objectifs à ce mécanisme de gestion des exceptions, surtout dans les langages orientés objets. Le premier, c'est de séparer le code de déroulement normal du programme du code de gestion des exceptions, parce que comme leur nom l'indique, les exceptions se produisent de façon exceptionnelle. Alors, on ne va pas mélanger comme on le faisait en fait autrefois, avant la sortie de ces mécanismes de gestion des exceptions. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du code du style if, condition normale, voici le code normal, else, s'il y a telle erreur, voici comment la gérer, if, else, une autre exception, une autre erreur, voici comment la gérer, etc., etc. Donc, on mélangeait le code de déroulement normal, qui se déroule peut-être 99% du temps, du code qui est relativement exceptionnel, qui est celui de gestion des erreurs. Donc, ici, on vise vraiment à séparer les deux et à centraliser la gestion des exceptions, au lieu d'avoir des gestions d'exceptions, du code qui gère les exceptions un peu partout dans l'application. On va pouvoir disposer de mécanismes qui nous permettent de centraliser cette gestion. C'est quoi le principe? C'est que tout simplement, lorsque une exception se produit, l'exécution du code normal est interrompue, puis on se branche automatiquement vers un emplacement qu'on appelle le gestionnaire des exceptions, ou le gestionnaire d'exception, et c'est là qu'il y a le code donc qui va gérer l'exception. Alors, comment se fait concrètement le traitement des exceptions vérifiées? Ça, c'est vraiment, on va voir ici comment est-ce qu'un programmeur raisonne quand il écrit du code qui doit gérer des exceptions. Okay? Alors, on va prendre un exemple relativement simple, c'est qu'on veut écrire une méthode, et cette méthode-là peut se terminer par une exception. C'est chose qui peut arriver relativement souvent. C'est que par exemple ici, si on sait très bien qu'on peut calculer l'aire d'une surface à partir de son rayon, okay? Donc on peut calculer l'aire d'un cercle ou la surface d'un cercle à partir de son rayon avec la formule pi fois le rayon carré, qui est la formule de calcul de l'aire d'un cercle. Mais si par exemple on veut faire l'inverse, si on veut faire une méthode getRayon qui va recevoir l'aire du cercle ou la surface du cercle, puis qui va me calculer le rayon correspondant. Donc, on va implémenter la formule inverse de pi fois le rayon carré. Ça nous donne une méthode comme celle-ci. Donc, getRayon, on donne la surface du cercle, puis ça nous retourne un double qui est le rayon du cercle. Donc, on va implémenter la formule. Comme on le voit ici, on retourne directement la racine carrée de la surface divisée par pi. La formule est correcte. Alors, le problème, il est où? Le problème, c'est que si jamais quelqu'un appelle la méthode getRayon avec une surface négative, on sait très bien que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, math.sqrt de la surface sur pi qui est négatif, ça ne peut pas se calculer mathématiquement. Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, typiquement, vous allez vérifier que surface est bien supérieure ou égale à 0. Dans ce cas, vous implémentez, vous retournez votre calcul. Sinon, qu'est-ce qu'on doit retourner si la surface est négative? Toute la suite de la discussion dans les prochaines minutes va porter sur la réponse à cette question-là. Qu'est-ce qu'on doit retourner? On ne peut pas ne rien retourner parce qu'à partir du moment dans l'entête de la méthode on a mis le type de retour double, il faudrait retourner forcément quelque chose. Mais on va voir que le mécanisme de gestion d'exception peut nous permettre de sortir de cette situation-là sans forcément retourner un résultat. Alors, la première tentative de répondre à cette question-là, ce serait par exemple de retourner une valeur négative. Okay? Donc ça, c'est une première solution. Je peux retourner un nombre négatif, par exemple moins 1, en me disant, à partir du moment où les rayons sont toujours positifs, je retourne un nombre négatif pour dire que la méthode n'a pas réussi à faire le calcul du rayon parce que la surface est négative. Okay? Ce qui fait que ça nous donne une méthode comme celle-ci.
Donc si jamais la surface est négative, on retourne moins 1. Alors bien évidemment, le premier problème ici, c'est que il faudrait que moins 1 ne soit pas un rayon valide, ce qui est le cas ici, mais ce n'est pas le cas dans toutes les méthodes. Des fois, vous devez retourner un double et puis il n'y a pas de valeur double qui est incorrecte, qu'on va pouvoir retourner pour dire qu'il y a eu un problème ou qu'il y a eu une exception. Alors, le deuxième problème avec cette solution-là, c'est que on va obliger le programmeur qui va utiliser notre méthode, ça peut être nous-mêmes, ça peut être un autre programmeur qui appelle donc getRayon, on va l'obliger à mélanger le code de déroulement normal avec le code de gestion des erreurs. C'est-à-dire que le programmeur qui appelle cette méthode-là va faire des choses comme ceci. Il appelle getRayon, il reçoit le rayon en sortie, et il doit tout le temps vérifier juste après, est-ce que R est égal à moins 1 ou non? Est-ce que R est positif ou bien il est négatif? S'il est négatif, il va comprendre qu'il y a eu une situation exceptionnelle qui fait que le rayon n'a pas pu être calculé. Okay? Donc on retombe un peu sur ce qu'on faisait avant l'apparition des mécanismes de gestion d'exception, c'est qu'on fait des if-else pour mélanger les codes de déroulement normal avec les codes de gestion des erreurs et des exceptions, ce qui n'est pas du tout acceptable. La deuxième solution possible à notre question, c'est de déclencher une exception non vérifiée. Donc on peut aller chercher dans l'hierarchie des runtime exceptions et puis de trouver une exception non vérifiée qui correspond un petit peu à notre situation d'exception qui est la surface qui est négative. À ce moment-là, la mécanique est relativement simple. Nous allons vérifier si le rayon n'est pas positif, si la surface n'est pas positive. Si la surface est négative, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'opérateur throw pour déclencher une exception. Alors, l'exception, il faut la créer. L'exception, c'est un objet instance d'une des classes d'exception. Donc là, on va faire new runtime exception pour instancier la classe. Toutes les classes d'exception ont des constructeurs, au moins un constructeur qui reçoit le message d'erreur à proprement parler. C'est ce que j'utilise ici. Donc, new runtime exception. Et puis, le paramètre ici qu'on transmet au constructeur, c'est le message. Une surface ne peut être négative. Et puis, en parenthèse, on met la valeur de la surface qui est mise en cause. Et puis, l'opérateur throw, lui, il va déclencher donc l'exception. Vous voyez donc ici, dans le else, il n'y a pas de return et le compilateur va accepter ce code-là. Il n'y a pas de return. Puis, il va dire, OK, la méthode retourne un résultat, mais il y a des situations où elle ne retourne pas, mais elle déclenche une exception à la place. À partir du moment où l'exception n'est pas vérifiée, le programmeur qui va utiliser notre méthode peut faire l'appel le plus normalement du monde, sans se soucier, sans considérer qu'éventuellement cette méthode-là peut se terminer par une exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme de l'utilisateur de la méthode va fonctionner normalement jusqu'au jour où la méthode reçoit une surface négative. Okay? Ça veut dire qu'ici, on appelle getRayon, on reçoit le rayon dans la variable R, mais si jamais surf est négative, l'exception à runtime exception va se produire et le programme va se planter. Donc ça aussi, ce n'est pas une solution acceptable parce qu'on est dans une situation d'exception non vérifiée et soit on fait des tests suffisants pour être sûr que surf n'est jamais négative, ou alors on doit adopter notre approche et dire si jamais la surface est négative, il faut prévoir un autre comportement du programme plutôt que de le laisser se planter. Donc c'est la troisième solution qui est en fait la solution souhaitée dans notre cas ici. La troisième solution, c'est déclencher une exception, donc vérifier. Par exemple, la classe exception, comme je l'ai dit tout à l'heure, exception elle-même est une exception vérifiée, comme on peut aussi aller chercher une sous-classe de exception hors des classes qui dérivent de runtime exception. Donc là, j'ai pris exception directement. Et à partir du moment où une méthode peut se terminer par une exception vérifiée, le compilateur va vous obliger à le déclarer dans l'entête de la méthode. Donc, ça nous donne une méthode comme ceci. Dans l'entête de getRayon, on doit rajouter throws avec un S, exception, pour dire que la méthode getRayon retourne un double, mais elle peut aussi se terminer par une exception. Puis à ce moment-là, dans le else, on va créer l'exception avec new
par exemple ici exception, avec le message d'erreur comme paramètre du constructeur. Et on utilise l'opérateur throw donc pour déclencher cette exception-là. À partir du moment où la méthode se termine ou peut se terminer par une exception vérifiée, le compilateur, quand on appelle cette méthode-là, quand un programmeur appelle notre méthode, le compilateur va l'obliger à prévoir quoi faire si jamais la méthode se termine par une exception. Donc, pour cela, habituellement, on va mettre donc un try-catch. Donc, le code de l'appel de la méthode va donc être encerclé à l'intérieur d'un bloc try, comme ceci. Donc, l'appel de getRayon retourne donc le rayon dans R, mais on met un try-catch pour éventuellement réagir si jamais la méthode getRayon déclenche l'exception. Alors, lorsque l'exception se produit, donc le bloc try va s'interrompre et on va se brancher automatiquement au bloc catch. Et c'est dans le bloc catch qu'on va gérer l'exception. Donc, c'est le bloc catch qui est ce qu'on appelle le gestionnaire d'exception. Alors, vous aurez à faire ça souvent. Dès que vous appelez une méthode qui peut se terminer par une exception vérifiée, puis on a beaucoup dans l'API, par exemple Java, la plupart des méthodes qui travaillent sur les flux d'entrée-sortie pour lire ou écrire dans des fichiers ou dans des connexions réseau, la plupart des méthodes qui travaillent par exemple sur des bases de données, ces méthodes-là peuvent se terminer par des exceptions vérifiées et par conséquent, le compilateur va vous demander de préparer votre code à gérer ces exceptions-là. Alors maintenant, on va énoncer quelques principes à respecter lorsque on code pour gérer les exceptions. On parle bien de principes, ce n'est pas des règles strictes. Il faut comprendre ces principes-là, les avoir en tête, et puis essayer de les respecter le plus possible. Donc le premier principe, c'est qu'il faut rapprocher le plus possible la gestion de l'exception de son origine. Autrement dit, il faut essayer de capter l'exception le plus rapidement possible plutôt que de la laisser se propager dans le code, parce que plus elle se propage, plus vous aurez à gérer des situations complexes. Si l'exception se produit, mais que vous ne la captez pas tout de suite, qu'il y a des traitements qui sont faits après, et qu'ensuite vous la captez, ben vous avez tous les traitements qui ont été faits après l'exception que vous aurez éventuellement à défaire ou à modifier. Donc par exemple ici, au lieu de, si j'ai un bloc de 5 instructions et que la troisième instruction peut se terminer par une exception, alors au lieu de mettre un try-catch autour de tout le bloc des 5 instructions, okay, ce qui veut dire que l'exception, l'instruction 1 va s'exécuter normalement, l'instruction 2 aussi, puis à l'instruction 3 se déclenche l'exception. Quand je me branche au catch, je dois tenir compte du fait que dans le bloc, il y a la moitié qui a été faite, la moitié qui reste à faire. Donc je dois décider dans le catch, est-ce que je vais défaire ce qui a été fait dans instruction 1 et instruction 2, ou bien je vais rétablir une situation normale et puis continuer ce qui est prévu dans instruction 3 et instruction 4. Donc vous voyez, plus le bloc est long, plus la gestion d'exception qui se produit risque d'être un petit peu plus complexe. Au lieu de faire ceci, en général, et je rappelle encore une fois, c'est un principe, ce n'est pas une règle stricte, en général, c'est mieux de faire ceci, c'est mieux d'entourer uniquement l'instruction à risque par le bloc try-catch, ce qui veut dire que instruction 1 et instruction 2 se déroulent normalement. Et si jamais la troisième instruction, qui est celle de l'appel à getRayon, se termine par une exception, tout de suite je la capte, je la gère et je passe à instruction 3 comme si de rien n'était. Okay, ça veut dire qu'on se rend toujours à instruction 3, qu'il y ait exception ou non. S'il n'y a pas d'exception, tant mieux, on passe à instruction 3, mais s'il y a une exception, on passe à la gestion dans le catch, on rétablit une situation normale, puis on passe à l'instruction 3 comme si de rien n'était. Bien évidemment, ce n'est pas toujours possible de faire ça. Okay, des fois, on ne peut pas gérer l'exception pour établir une situation normale pour passer à l'instruction 3. Puis à ce moment-là, il faut faire plutôt ce qui est à gauche. Donc, il faut mettre un try-catch autour du bloc plutôt que juste de l'instruction. Donc, encore une fois, c'est un principe parce que plus le try-catch se rapproche de l'origine de l'exception, plus ça va être facile de gérer l'exception et de moins chambouler le reste du comportement du programme. Le deuxième principe, on ne doit pas laisser se propager les exceptions qu'on peut régler.
ce que j'appelle en fait, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Okay? Par exemple, vous écrivez une méthode, ma méthode, qui va appeler la méthode getRayon. Donc la méthode getRayon peut se terminer par une exception, puis moi j'écris la méthode qui est ici ma méthode, et l'exception qui se produit dans getRayon, soit je la gère dans ma méthode, soit je la propage. Donc je déclare que ma méthode aussi peut se terminer par une exception. Si je peux régler l'exception à l'intérieur de ma méthode, si je peux gérer l'exception à l'intérieur de ma méthode et faire en sorte que ma méthode ne se termine jamais par une exception, c'est mieux. C'est ça que dit le principe. Okay? Donc au lieu de faire ceci, de dire ma méthode peut se terminer par une exception qui est en fait déclenchée dans getRayon, puis je laisse le programmeur qui va appeler ma méthode se débrouiller avec ça, le bon comportement, c'est plutôt de dire je vais gérer l'exception qui se produit dans ma méthode et ma méthode ne se termine jamais par une exception. Le programmeur qui appelle ma méthode, il n'a pas de souci à se faire. Si jamais dans ma méthode il y a une exception, je la prends en charge. Okay? Bien évidemment, c'est un principe. Donc la situation qui est à droite est en général meilleure que la situation qui est à gauche, mais ce n'est pas toujours réalisable. Si dans ma méthode, getRayon déclenche une exception parce que la surface est négative et que dans ma méthode, je n'ai pas le contrôle sur surf, sur ce qui est transmis à getRayon, à ce moment-là, je ne peux rien faire. Si ma méthode reçoit elle-même la surface qu'elle va transmettre à getRayon, ça veut dire que je n'ai pas de contrôle sur l'origine de surf, et à ce moment-là, la situation qui est à droite est difficile à réaliser. Là, je n'ai pas le choix. Je vais propager l'exception en rajoutant donc la déclaration throws exception dans l'entête de ma méthode et je vais donc obliger le programmeur qui appelle ma méthode de gérer l'exception lui-même parce que c'est lui qui a le contrôle de l'origine de la surface qui va transmettre à ma méthode. Donc c'est deux principes qu'il faudrait avoir en tête et essayer de respecter le plus possible pour une bonne gestion d'exception. Alors, dans un bloc try-catch, on a vu qu'il y a donc le try qui contient le code donc, à exécuter dans le déroulement normal. Et ensuite, on a un catch, une close catch qui va capter l'exception. En fait, on peut avoir plusieurs catch dans un même try. Okay? Si dans le bloc du try, il peut y avoir plusieurs exceptions différentes qui peuvent se déclencher, on peut mettre plusieurs catch pour les capter séparément. Donc la syntaxe est relativement simple. Donc vous voyez, dans le try, nous avons le bloc d'instruction et puis nous avons dans cet exemple-là deux catch. Un premier catch qui va capter les exceptions de type IOException et dans le deuxième catch, nous allons capter les exceptions de type SQLException. Si jamais les exceptions qui peuvent se déclencher dans le bloc try, elles sont reliées par héritage, par exemple ici, si j'ai par exemple la classe FileNotFoundException, c'est une classe phi de la classe IOException, ce qui veut dire en programmation objet, ça veut dire que tout objet de type FileNotFoundException est aussi un objet de type IOException. À ce moment-là, dans vos blocs catch, vous devez d'abord capter la classe phi avant de capter la classe mère. D'ailleurs, aujourd'hui, des environnements de développement comme Eclipse, NetBeans ou IntelliJ, etc., vous signale tout de suite une erreur si jamais vous inversez. Si vous mettez un catch pour capter IOException avant le catch pour FileNotFoundException, le compilateur tout de suite il vous signale une erreur. Parce que le deuxième catch devient à ce moment-là inaccessible. Puisque si jamais une FileNotFoundException se produit, elle va être captée par le catch de IOException parce que le FileNotFoundException est aussi une IOException. Okay? Donc ça, c'est une règle qu'il faudrait respecter, sinon de toute façon, votre code ne compile pas. Okay? Donc l'ordre est important entre les catchs lorsqu'il y a une relation d'héritage entre les classes d'exception des catchs. Alors ensuite, chaque bloc try peut éventuellement se terminer par un bloc finally. À la fin, après le dernier catch, on peut avoir un bloc finally. Techniquement, on peut même avoir un try avec aucun catch et juste avec un finally. Ça peut arriver. Okay? Alors, le bloc finally est toujours exécuté
qu'il y ait ou non exception. Okay? Toujours. Que le bloc try s'exécute normalement ou que le bloc try déclenche une exception. Dans tous les cas, le bloc finally est exécuté. Alors, souvent on l'utilise pour libérer des ressources. Je peux fermer des connexions, par exemple, à des bases de données. Je peux fermer des flux ou des fichiers, etc. etc. Syntaxiquement, donc c'est assez simple. Après le dernier catch, on va mettre finally. Puis dans les accolades du finally, on va mettre notre code qu'on veut être sûr qu'il est tout le temps exécuté. Alors, libération automatique des ressources. Maintenant, lorsque notre code utilise des ressources, comme par exemple une connexion à une base de données ou bien un flux d'entrée-sortie pour lire des données dans un fichier, cette connexion-là, il faut bien la fermer. Okay? Il faut s'assurer que la connexion à la base de données se ferme tout le temps, qu'il y ait exception ou non. Même chose pour les flux d'entrée-sortie, il faut s'assurer que le flux est fermé, qu'il y ait exception ou non. Donc habituellement, on les met dans des blocs finally. Okay? Alors, souvent, donc, on les met dans les blocs finally, ce qui nous donne un code en Java particulièrement lourd. On le voit ici. Donc, dans le try, je vais essayer d'ouvrir une connexion, par exemple, à une base de données avec driver manager get connection. Donc, on va donner l'URL à la base de données. On va donner l'username et son password pour se connecter à la base de données. Et si jamais, par exemple, la connexion, on n'arrive pas à l'ouvrir, si par exemple le système de base de données, par exemple, n'est pas en fonction, à ce moment-là, l'instruction qui est dans le try va déclencher une exception qu'on va éventuellement capter dans le catch et la gérer. Mais dans tous les cas, on voudrait que la connexion se ferme, qu'il y ait exception ou non. Donc la fermeture de la connexion, l'appel cnx.close qu'on voit ici en rouge, on doit le mettre dans le bloc finally. Sauf que la méthode close elle-même peut se terminer par une exception vérifiée. Donc le compilateur nous oblige également à dire quoi faire si jamais la méthode close de CNX se termine par une exception. Donc on met un try catch aussi à l'intérieur du bloc finally. Et bien évidemment, on ne peut pas appeler la méthode close si CNX est un nul, sinon ça va nous déclencher un null pointer exception. Donc il faudrait vérifier que CNX n'est pas un nul avant d'appeler close. Et l'appel à close, on le met dans un try catch. Ça nous donne un code relativement lourd, en particulier en Java. Et heureusement pour nous, depuis quelques versions de Java, nous avons ce qu'on appelle un try with resources. Okay? Un try qui permet de libérer automatiquement les ressources. C'est quoi la technique? Alors, le code précédent, on peut juste le remplacer par un code qui est plus concis parce que la connexion, c'est un objet closable. Okay? En fait, il y a des objets qui ont des méthodes close, comme les flux et les connexions en base de données. Tous les objets, par exemple, d'accès aux bases de données, les statements, les result sets, les connexions, par exemple, elles ont toutes une méthode close. Alors, ce que Java a fait, c'est qu'ils ont créé deux interfaces closable et auto-closable. Et les deux interfaces fournissent une seule méthode qui est close. Et maintenant, à partir du moment où vous avez des objets qui ont la méthode close, vous pouvez dire au compilateur de fermer automatiquement cette ressource-là, cette connexion-là, ou ce flux, automatiquement, sans que vous ayez vous-même à appeler close. Alors, le code est assez simple. Vous voyez ici, la première contrainte, c'est qu'il faudrait que vous créiez la ressource à l'intérieur des parenthèses du try. Donc, vous voyez ce qui se rajoute ici, c'est ce qui est en rouge à côté du try. Donc, on met des parenthèses, puis à l'intérieur, on doit déclarer et créer les ressources. Donc, la variable CNX, vous devez la déclarer dans les parenthèses et vous devez créer l'objet connexion aussi dans les parenthèses. Ça, c'est la contrainte. Okay? À partir de là, vous n'avez plus besoin d'appeler cnx.close. D'ailleurs, vous voyez ici, il n'y a pas de bloc finally. La connexion se ferme automatiquement. Qu'il y ait exception ou non, le compilateur va appeler cnx.close à votre place. Sauf bien sûr si cnx est un nul, là il va s'en rendre compte et puis il ne va pas appeler le close. Okay?
Alors, nous avons un petit exemple ici qui est un petit peu similaire à ce qu'on vient de voir. Donc, on a ici une URL à la base de données qui va se connecter à une base de données, par exemple banque, sur MySQL. Okay. J'ai le username et le password, c'est root pour se connecter à MySQL. Et ici, donc, nous avons la connexion qui est à nul. Et on ouvre la connexion dans le bloc try. On peut éventuellement gérer des exceptions de type SQL exception dans le catch. Et dans le bloc finally, on appelle close pour fermer la connexion. On doit mettre ça dans un try parce que la méthode close peut se terminer par une exception vérifiée. Et avant d'appeler close, on va s'assurer que CNX n'est pas nul. Donc vous allez voir ici, si j'enlève le try catch, tout de suite, vous voyez l'erreur, il me dit il y a une exception de type SQL exception qui doit être captée ou déclarée comme étant qu'elle peut se déclencher. Donc soit je mets un try catch ici, soit dans le main ici, je vais dire que la méthode peut se terminer par une SQL exception. Donc c'est une ou l'autre. Alors bien sûr, cette réponse-là, throws SQL exception dans l'entête, c'est une façon de fuir ses responsabilités, c'est une façon d'ignorer cette exception-là. Je vais dire, si l'exception se produit, je m'en fous, le programme va se planter. Ce n'est pas toujours une bonne attitude, bien évidemment. Mais avec le try with the resources, la bonne nouvelle ici, c'est que maintenant, on n'a plus besoin de faire ceci. On n'a plus besoin en fait de fermer. Vous pouvez toujours avoir un bloc finally pour faire autre chose, pour éventuellement libérer d'autres ressources qui ne se ferment pas automatiquement. Mais dans cet exemple précis, je n'ai pas besoin du bloc finally. Okay? Et à condition, pour que la connexion se ferme automatiquement, c'est qu'ici, je dois ajouter donc des parenthèses. Okay? Et c'est dans les parenthèses ici que je dois créer ma connexion. Mais aussi, c'est là-dedans que je dois déclarer ma variable. Okay? Comme ceci. Et voilà. Donc à partir du moment où vous avez votre ressource qui est créée à l'intérieur des parenthèses du try, le compilateur va détecter que l'objet qui est là-dedans, il est closable, donc il a une méthode close, et il va fermer la connexion pour vous. Donc, vous voyez, ça allège beaucoup, en particulier les libérations des ressources dans les blocs finally. Alors ça, on l'utilise pas mal aujourd'hui pour libérer automatiquement des ressources, que ce soit des connexions à des bases de données ou bien des flux d'entrée-sortie, ou tout, en fait, les ressources qu'on a besoin de libérer après les avoir utilisées. Donc, c'est ça pour ce qui est donc de la libération automatique des ressources. Il n'y a pas plus à savoir que ça. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez trouver plein d'exemples qui ressemblent à ce qu'on vient de voir ici. Et ce qui nous reste maintenant, c'est de voir comment créer de nouvelles classes d'exception. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les bibliothèques des langages, elles sont très riches. Elles ont beaucoup de classes d'exception de manière à reproduire ou à représenter à peu près toutes les situations d'exception qui peuvent se produire en programmation. C'est relativement rare que vous ayez à rencontrer une situation pour laquelle il n'y a pas déjà une classe d'exception qui la représente. Mais ça peut quand même éventuellement arriver. Vous pouvez éventuellement vouloir créer une classe d'exception pour modéliser une exception particulière si vous jugez que les classes d'exception qui sont là, aucune ne la représente correctement. La mécanique est très simple. On va la voir à travers un exemple tout de suite. C'est très très simple. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est créer une classe, puis de la rattacher à l'hiérarchie des classes d'exception. Donc, typiquement, vous allez chercher la classe d'exception existante qui correspond le plus à votre situation d'exception, qui se rapproche le plus, et vous allez donc créer une classe qui dérive de cette classe-là. Okay? Alors, par exemple, ici, vous pouvez créer une nouvelle classe d'exception qui dérive de runtime exception. Si vous jugez que votre exception à vous, c'est une exception qui correspond à une erreur d'exécution, donc à une situation non vérifiée, qu'on n'a pas besoin de mettre des try catch. À ce moment-là, vous allez faire dériver votre classe de la classe
runtime exception. Okay. Ensuite, dans cette classe-là, qu'est-ce qu'on met? Habituellement, il faudrait mettre minimalement un constructeur qui reçoit un string qui est en fait le message d'erreur émis par l'exception. Okay. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, votre nouvelle classe d'exception, vous la traitez comme n'importe quelle classe d'exception. Si c'est une exception vérifiée, vous allez pouvoir les capter avec try-catch. Okay. On va voir un petit exemple ici. Donc, on va prendre une classe groupe d'étudiants. Et dans une classe groupe d'étudiants, on peut mettre une méthode qui calcule la moyenne des étudiants. Donc, la moyenne du groupe. Elle va donc faire la somme de toutes les notes des étudiants, puis diviser par le nombre d'étudiants. Ben, qu'est-ce qui se passe si le groupe est vide? S'il y a 0 étudiant dans le groupe, ben, quelle moyenne on va retourner? Si on retourne 0, on ne sait pas, est-ce que le 0 veut dire que le groupe est vide ou le 0 veut dire que tous les étudiants ils ont eu 0. On ne peut pas le savoir. Donc on peut considérer que appeler la méthode getMoyenne lorsque le groupe est vide, c'est une situation d'exception. Okay? Ce qui fait que on va commencer par créer une classe que je vais appeler tout bêtement groupe vide exception. Okay? Je la fais dériver d'une classe qui dérive de runtime exception, par exemple ici, illegal state exception. Bon, ça n'a pas d'importance quelle classe vous dérivez dans ce cas particulier. Le mécanisme est indépendant du type de classe que vous dérivez. Mais ici, j'ai pris une classe qui dérive de runtime exception, donc qui est une classe d'exception non vérifiée, et qui dit que l'état est illégal. Ça veut dire qu'en fait, on appelle la méthode getMoyenne alors que le groupe est vide. Le groupe est dans un état incorrect pour appeler une méthode getMoyenne. Okay? Donc après, dans cette classe-là, on a juste mis un constructeur donc, qui reçoit le message qui est un string, qui va tout simplement appeler le constructeur de la classe mère et lui transmettre le message. On appelle le constructeur de la classe mère avec super et la classe est finie. Ensuite, dans notre classe groupe, on peut avoir par exemple ici donc une liste d'étudiants, puis la méthode getMoyenne va vérifier si la liste d'étudiants, donc this.étudiant is empty, ok, il n'y a pas d'étudiants, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va déclencher notre exception. Donc avec le throw, on va instancier la classe groupe vide exception avec le message, pas de moyenne par exemple dans un groupe vide, puis j'affiche dans les parenthèses le numéro du groupe qui est en cause, et l'exception, donc, elle est créée et déclenchée avec throw. Alors, à partir du moment où ma classe groupe vide exception, c'est une exception non vérifiée, le compilateur ne m'oblige pas à mettre dans l'entête de la méthode getMoyenne la clause throws. Je n'ai pas besoin de dire que ma méthode peut se terminer par une exception parce que c'est une exception non vérifiée. Si groupe vide exception était une exception vérifiée, à ce moment-là, on serait obligé de rajouter la clause throws dans l'entête de la méthode getMoyenne. Et puis, quand on l'appelle getMoyenne, on doit mettre des try-catch. Okay. Ensuite, lorsqu'on veut appeler la méthode getMoyenne, comme on le voit ici, group.getMoyenne, si jamais je veux gérer l'exception, même si elle n'est pas vérifiée, je peux éventuellement la gérer avec un try-catch. Okay. À ce moment-là, ça se gère absolument comme n'importe quelle classe d'exception. Donc, on met un try-catch et dans le catch, on va capter notre groupe vide exception, que j'ai appelé GVE. Puis, dans le catch, on va gérer l'exception. Là, je me contente juste d'afficher un message d'erreur, mais c'est à vous de gérer en fonction de la situation dans laquelle votre programme se trouve. Alors, donc ça termine un petit peu notre présentation. Nous avons donc l'exemple ici de nouvelle exception. Donc, nous avons notre groupe vide exception ici. OK? Donc, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Dans la classe groupe, donc, nous avons la méthode getMoyenne qui va vérifier si la liste des étudiants est vide. On va déclencher l'exception. Et dans le programme qui utilise cette méthode-là, getMoyenne, on appelle getMoyenne. Il nous retourne la moyenne. Comme je l'ai dit tantôt, comme c'est une exception non vérifiée, le compilateur ne nous oblige pas à mettre un try-catch. Je peux toujours le mettre si je veux ne veux pas que mon programme se plante. Mais ici, si je laisse ça comme ça, comme l'exception est non vérifiée, ça veut dire que le compilateur ne la vérifie pas, c'est à moi, exactement comme null pointer exception ou array index out of bound exception, c'est à moi de m'assurer que quand j'appelle getMoyenne,
le groupe n'est pas vide. Okay? Si j'exécute ce programme-là, maintenant, on voit qu'il déclenche exception, group vide exception, pas de moyen dans un groupe vide. Puis le groupe, il a le numéro 396, comme on le voit ici, c'est le groupe 396. Alors, donc je peux mettre un try catch, et si jamais mon exception ici, group vide exception, elle dérive plutôt d'une classe d'exception vérifiée, par exemple la classe exception, vous allez voir que tout de suite, cette classe-là devient vérifiée, et dans ma classe groupe, j'ai tout de suite un message d'erreur. Le compilateur me dit, ta classe d'exception, elle est vérifiée, il faut soit que tu la captes pour la gérer, soit que tu déclares que ta méthode peut se terminer par une exception. Alors, je peux dire bien sûr à NetBeans ici de rajouter la clause throws ici, par exemple, puis il l'ajoute throws ici. Donc, il avertit que la méthode peut se terminer par une exception de type group with exception. Et à ce moment-là, le programme principal ici va lui signaler une erreur. Il va me dire que ta méthode getMoyenne peut se terminer par une exception vérifiée et il faut que tu me dises quoi faire. Puis là, je peux rajouter donc mon try catch, comme ceci par exemple, try catch. Et ici, donc, je peux spécifier l'erreur. Et typiquement, la moyenne ici, on ne l'affiche que si elle est bien calculée. Donc, on la met à l'intérieur du bloc try. Donc, si tout se passe bien, on calcule la moyenne, puis on l'affiche. Sinon, on passe dans le catch. Puis là, éventuellement, je peux afficher un message d'erreur, comme je peux aussi écrire dans un fichier de log, etc., etc. Donc, voilà pour ce qui est donc d'un résumé d'une cinquantaine de minutes sur le système de gestion des exceptions et des erreurs en Java. Merci de votre attention.